Je vais passer maintenant la parole à Martin Hendel, que je vais vous présenter. Il est enseignant-chercheur de l'école d'ingénieurs ESI-EE de Paris en thermodynamique, en mécanique des fluides, en analyse de cycle de vie, en production d'énergie renouvelable. Il est chercheur de l'équipe climat et énergie en milieu urbain du laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain auprès de l'Université de Paris. Et il travaille donc sur l'adaptation au changement climatique des villes, en particulier au phénomène de canicule. Il travaille étroitement avec la mairie de Paris. Il s'intéresse notamment au comportement thermique des revêtements de voiries sous conditions caniculaires et sur l'aide à la décision à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'un projet d'aménagement sur des questions de rafraîchissement urbain, mais si on est un peu plus à l'échelle d'un projet d'aménagement, de conception d'îlots de fraîcheur, dont on a un tout petit peu entendu parler avec Jean-Michel et on aura l'occasion du coup de rentrer un peu plus dans les détails. À vous, Martin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Martin Hendel, donc comme l'a dit Emma à l'instant, enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs Essier Paris. Je vais vous parler un peu plus de cette notion d'îlot de chaleur et du rafraîchissement urbain ce matin. Donc je fais effectivement partie d'un laboratoire assez particulier qui s'appelle le LEED, Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, qui a pour spécificité de regrouper une trentaine d'enseignants-chercheurs permanents qui sont issus de disciplines très différentes. En gros, il y a un tiers de sciences humaines et sociales, un tiers de sciences de la vie et un tiers de sciences physiques auxquelles j'ai marge à titre personnel. Et donc, les pauses café sont passionnantes puisque personne ne parle le même langage, mais c'est justement cette richesse et cette diversité qui permet de foisonner et de diversifier un peu les approches et les réflexions et qui justement permet de sortir un peu de son périmètre de sécurité pour réfléchir à autrement. Je fais partie d'une équipe donc, qui s'appelle Climat Énergie en milieu urbain, dont une grosse partie de l'activité gravite vraiment autour de cette question du rafraîchissement. Et on va vraiment du laboratoire où on travaille à l'échelle des matériaux, que ce soit les revêtements, les toitures, on commence à regarder les façades également, jusqu'à l'échelle d'un territoire, comme l'a précisé Emma en introduction. Passons directement au vif du sujet. Si on a un peu de temps à la fin, je vous parlerai un peu de ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'îlot de chaleur urbain? C'est le mot-clé d'entrée de la problématique. On dit l'îlot de chaleur urbain est un problème. Alors c'est quoi? Concrètement, c'est un phénomène d'échauffement localisé des villes par rapport aux zones non urbanisées. Alors, on a parlé de périphérie, on a parlé de zones rurales. Théoriquement, la référence sans impact anthropique, ce serait un territoire sauvage. Bon, en France métropolitaine, c'est difficile à trouver. Donc souvent, on prend les zones rurales. Généralement, on parle de stations météo qui se situent à l'aéroport. C'est pas nécessairement c'est pas ce qui est de moins anthropisé. Ce phénomène est connu depuis le 19e siècle, observé à Londres. Donc en gris foncé, là, vous avez le périmètre du vieux Londres. Hein. Hyde Park n'est pas dedans, en 1832. Donc Luke Howard, qui nous a donné le système de nomenclature des nuages qu'on utilise encore aujourd'hui, c'est le premier à observer ça entre ses locaux de travail à la Royal Society et ses terres, où il fait des relevés de température toute l'année pendant plusieurs décennies. Et il observe, bon an, mal an, tous les mois, une différence de température entre le centre-ville et ses territoires plus agricoles. Pour une ville comme Paris, effectivement, l'ordre de grandeur, ça va être 3 degrés en moyenne sur l'année. Entre Trappes et Paris, par exemple, intramuros. Ça, c'est vraiment une moyenne. En fait, c'est très variable dans le temps et dans l'espace, on va en parler. Et typiquement, et ça a été signalé par Emma, par Denis en introduction, Didier, pardon, cette intensité peut être beaucoup plus importante, typiquement en période anticyclonique. Donc, c'est pas du tout aujourd'hui pour ceux qui sont à Paris. Aujourd'hui, il fait gris. Mais quand il fait beau et qu'il n'y a pas de vent, c'est là où l'amplitude va être la plus forte. On peut atteindre même 12 degrés entre le centre de Paris et les zones prises comme référence. Donc effectivement, quand on voit ça, on a un peu les yeux qui s'écarquillent et on se dit « Ouh là là, ça va poser des problèmes ». Et effectivement, la notion, la thématique de l'îlot de chaleur est vraiment devenue importante et reconnue par les politiques publiques, en tout cas les élus locaux et les collectivités territoriales, suite à la canicule de 2003. Alors, la canicule de 2022 ou les canicules de 2022 n'auront fait qu'enfoncer le clou un peu plus loin, mais en tout cas, la prise de conscience, elle démarre à peu près là.
pourquoi se forme cet îlot de chaleur? Il y a 4 principaux mécanismes. Donc, il y a une notion de piégeage radiatif. Donc, je vous ai dessiné à droite ce qu'on appelle, nous, en climat urbain, un canyon urbain. Donc, en fait, c'est une rue bordée de bâtiments. Les canyons se creusent dans les villes, ils s'érigent. Et en fait, cette surface, cette morphologie introduit une rugosité qui la rend beaucoup plus absorbante du rayonnement solaire, puisque l'énergie qui rentre a beaucoup plus de mal à en ressortir par réflexion. Et en fait, on a plutôt l'inverse, on a des multi-réflexions et absorptions à l'intérieur de la rue qui augmentent le taux d'énergie absorbée. Il y a aussi donc un manque cruel d'évapotranspiration par rapport à une zone naturelle où les plantes et les sols sont libres de faire ce qu'ils veulent. Notamment mobiliser de l'eau pour la photosynthèse. 95% de l'eau mobilisée pour cette fonction est évaporée, ce qui du coup permet de réguler la température, limite l'échauffement en température. L'obstruction du vent, Jean-Michel en a parlé. Effectivement, cette chaleur accumulée a plus de mal avec les barrières érigées que sont les bâtiments à s'écouler et à transporter cette chaleur plus loin, à ventiler et renouveler l'air, etc. Et ensuite, il y a la densité d'activité humaine. Donc, nous consommons tous à tout instant quasiment de l'énergie, que ce soit pour éclairer nos appartements, suivre un webinaire ou autre. Toute l'énergie qu'on utilise sous forme électrique ou de chaleur immédiatement termine tôt ou tard sous forme de chaleur. La seule énergie qui échappe finalement à la ville, c'est la pollution lumineuse qu'on peut voir de l'espace. Si on la voit là-haut, c'est qu'elle n'est plus en ville. Tout le reste termine tôt ou tard sous forme de chaleur et contribue par la simple concentration d'activité à échauffer également les villes. Et c'est particulièrement vrai de la climatisation, dont la fonction principale, je vous le rappelle, c'est de prendre la chaleur chez vous et de la partager avec vos voisins. Alors, tout ça, on parle d'îlot de chaleur, donc vraiment, je vais beaucoup insister là-dessus, l'îlot de chaleur, on parle uniquement de la température de l'air, mais ce n'est pas le paramètre sanitaire principal. En fait, le paramètre qui va dominer, ça va être la notion de stress thermique, donc c'est un état physiologique du corps dans lequel le corps humain doit fournir un effort pour assurer la régulation de température. Donc en hiver, on a tendance à claquer des dents, etc. On essaie de générer de la chaleur interne pour s'échauffer. En été, c'est l'inverse, on essaie d'évacuer la chaleur le plus vite possible, on transpire, on a les vaisseaux qui se dilatent, etc. Et donc ça va dépendre de son environnement. Et donc ces échanges-là, ça va dépendre. Alors bon, déjà, si vous êtes en train de faire un footing ou si vous êtes en train de faire la sieste, vous ne générez pas la même chaleur interne. Si vous êtes habillé en parka ou en short et t-shirt, vous n'allez pas vous isoler de l'environnement de la même manière. Et ensuite, vous avez des échanges qui vont se faire avec l'extérieur. Alors, soit vous êtes, donc l'air peut être plus ou moins chaud, ça c'est les échanges convectifs. Vous êtes au soleil, là vous avez un rayonnement direct. C'est comme pour la façade, hein, dont parlait Jean-Michel à l'instant. La lumière peut être soit directe, soit réfléchie par des façades ou des surfaces réfléchissantes. Ces surfaces qui s'échauffent vont émettre elles-mêmes un rayonnement thermique en fonction de leur température, c'est un rayonnement dit infrarouge. Il y a un tout petit peu de conduction, mais bon, quand on est en station debout, c'est par les chaussures, c'est pas très important, mais quand on est allongé dans un matelas, c'est autre chose. Et ensuite, la respiration et l'évapotranspiration par la transpiration, pardon, par la peau et la sudation, quoi, où l'eau s'évapore. Donc la transpiration, c'est un phénomène très efficace pour réguler la température du corps humain quand il fait trop chaud, à condition de ne pas manquer d'eau. Je vais vous parler un peu de la variabilité spatiale et temporelle de justement ce que c'est que l'îlot de chaleur urbain. Alors ici, je vous ai même schématisé deux choses. Il y a l'îlot de chaleur tout court, on parle bien de température de l'air. Il y a un autre aspect dont on peut parler, qui est l'îlot de chaleur urbain surfacique. Ça, c'est ce qu'on voit avec des températures mesurées avec des caméras infrarouges. On voit souvent et de plus en plus des cartes ou des thermographies de température de surface prises par des avions ou des satellites. Il faut bien comprendre la différence entre les deux, c'est que la température de surface n'est pas une température d'air, et c'est particulièrement vrai en journée où les deux températures sont, on peut le voir en orange ici, très décorrélées. Et c'est vraiment la nuit, c'est ça qu'on voit ici, hein, que se forme cet îlot de chaleur où les températures en ville sont plus élevées qu'en zone non urbanisée. Et c'est bien cette différence de température qui permet de qualifier l'intensité du phénomène. Donc là, à l'échelle de l'agglo, hein, d'une agglomération fictive, on voit bien se former la nuit cet îlot de chaleur. On le voit en carte 2D de cette façon-ci. Donc là, c'est Paris pendant la canicule de 2003. On voit bien des gradients de température se former et on devine des taches, des hétérogénéités à l'intérieur de ce tissu. Ce n'est pas juste des cercles concentriques, hein, ça dépend du tissu urbain, évidemment. Mais on voit bien qu'en parcourant quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres, on va faire varier cette température d'une dizaine de degrés entre les deux extrêmes.
Si je me rapproche à l'échelle du quartier, donc là on est toujours sur une simulation de Paris pendant la canicule de 2003 de la température de l'air. On voit un peu plus de détails parce que là, le maillage est plus fin. On voit apparaître les parcs. On a le Père-Lachaise, on a le Luxembourg, on a les bois évidemment, les Tuileries. On voit bien que ici, donc là, chaque maille fait 250 mètres par 250 mètres. On va avoir de la variabilité à l'échelle hectométrique. Et si je zoome à l'échelle du piéton, et là je ne parle plus de température, mais je parle de stress thermique, donc on revient aux paramètres que je viens de présenter, on voit des variations qui sont en fait très très fortes. Alors vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir, n'importe qui a déjà traversé la rue en période caniculaire du côté ensoleillé au côté ombragé s'est bien rendu compte que c'était très différent. Pourtant, il faut savoir que la température de l'air est quasiment la même. Il y a peut-être un demi-degré, allez, grand max 1 degré de différence, mais c'est vraiment négligeable du point de vue du ressenti. Ce qui fait toute la différence, c'est le fait d'être au soleil ou pas. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on a le parc Monceau en bas à droite, et on voit bien en fait les zones engazonnées, les grosses plaines ouvertes, sont très inconfortables et très limite dangereuses parce qu'en fait vous êtes en plein soleil. Alors qu'à l'inverse, le tissu haussmannien qui fournit de l'ombre et de l'inertie va au contraire plutôt abriter, protéger, se servir de refuge. Si je bascule sur la variabilité temporelle, ce qu'on voit, c'est que, je vous disais tout à l'heure, l'intensité est maximale la nuit. Mais en fait, il faut savoir qu'en journée, on peut même avoir une intensité négative, puisque justement, une des caractéristiques, c'est la différence d'inertie entre les zones rurales et les zones urbaines. Et ben, en journée, la ville va chauffer moins vite. Alors certes, la moyenne est plus élevée, mais grâce quand même à cette inertie, on va amoindrir l'amplitude du signal, de la variation de température, et on peut avoir des conditions où il fait plus frais en ville, en journée, par rapport aux zones rurales. Alors, comme vous verrez bien, comme vous voyez ici, c'est beaucoup moins intense, beaucoup plus marginal par rapport à ce qu'on voit se développer la nuit. Mais il faut quand même se rappeler que les périodes d'occupation des espaces publics, c'est plutôt le jour, c'est pas tellement la nuit. En tout cas, pas tard la nuit. Et le moment où l'intensité d'îlot de chaleur est maximale, en fait, c'est quelques heures avant le lever du soleil. Et si je reviens donc au parc Monceau, ici j'ai toujours à gauche le jour, à droite j'ai la nuit. Attention, l'échelle est utilisée pour marquer les contrastes, ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. Et ben on voit que c'est ce qu'on observait en journée, c'est inversé. Donc ce qui était la zone la plus chaude est devenue la zone la plus fraîche dans les airs engazonnés. Et le tissu haussmannien qui était plutôt protecteur en journée est devenu plutôt le four la nuit, puisque cette chaleur qui a été amortie en journée est en train d'être restituée. Bon, après, voilà, je rappelle, l'échelle, le point le plus chaud à droite est plus froid que le point le plus froid à gauche. Mais bon, en tout cas, ça illustre bien la problématique qu'il y a quand même un choix à faire entre lutte contre îlots de chaleur urbain et réduction du stress thermique de la population cible. Parce que pour un piéton ou pour quelqu'un chez lui, ça ne va pas être la même situation, les mêmes leviers d'action qu'on va pouvoir activer. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup avec nos interlocuteurs des collectivités ou opérationnels ou industriels. C'est est-ce que la cible, c'est l'îlot de chaleur urbain à proprement parler, ce qui est généralement le mot-clé d'entrée sur la thématique, ou est-ce que c'est le pic de chaleur ou le pic de stress thermique qui dépend finalement du moment où le site est occupé le plus par rapport à la moyenne, quoi. En termes de réponse au rafraîchissement urbain, de rafraîchissement urbain, en fait, on va s'attaquer aux mécanismes que j'ai listés tout à l'heure. Donc typiquement, pour limiter le piégeage radiatif, on peut réfléchir à des villes réfléchissantes. On peut réfléchir à des formes urbaines qui projettent de l'ombre d'un côté, mais qui laissent la chaleur s'évacuer de l'autre, typiquement sur une rue qui serait orientée est-ouest. Rajouter de la végétalisation en ville. Alors, comme l'a dit Jean-Michel, il faut vraiment faire attention aux végétaux qu'on plante et comment on les plante. Le musée du Quai Branly, c'est un peu un anti-exemple en termes de facilité d'entretien, de robustesse des plantes, etc. Ce n'est pas des milieux qu'on voit pousser naturellement sur les falaises vertes en France. Ce n'est pas un truc qu'on voit de façon très spontanée. Dans les pays tropicaux, oui, mais en France, ce n'est pas trop le cas. Les plantes grimpantes sont généralement plus adaptées, mais elles puisent l'eau dans le sol, pas dans la façade. Par rapport aux travaux sur le vent, il y a beaucoup de choses qui se font à Hong Kong. Ça, en fait, c'est dans la suite de la crise du SARS-CoV-1, donc du SRAS, où ils se sont rendus compte que c'était des problèmes de ventilation qui avaient généré des contaminations entre bâtiments, entre tours, qui étaient très rapprochés. Donc, ils travaillent beaucoup sur cette question d'amélioration de la ventilation, surtout qu'ils ont des brises de mer qui, en fait, ils ont réussi à complètement couper avec des façades, avec des barricades de bâtiments le long de la côte, quoi. Et ensuite, par rapport à tout ce qui sera chaleur anthropique, là, c'est là où on va pouvoir avoir une synergie positive entre adaptation au changement climatique et limitation, mitigation, atténuation du changement climatique, parce que tout ce qui va limiter la consommation d'énergie va contribuer à limiter les rejets de chaleur anthropique. Alors,
attention, hein, je vous l'ai mis dans l'ordre, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est avant tout la forme urbaine qui génère cet îlot de chaleur urbain. Il faut bien avoir en tête qu'un terrain karstique dans lequel on a des canyons très creusés naturels, en l'absence d'humains, on observe le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc, il ne faut pas se leurrer. On n'éliminera pas le phénomène d'îlot de chaleur urbain, mais il faut savoir en tenir compte dans la conception des espaces ou des bâtiments. Alors, par rapport aux bâtiments, puisqu'on en parle et que c'est quand même votre objet de travail, il faut savoir que pour améliorer les conditions à l'intérieur d'un logement, ça va être la même liste que ce que vient de citer Jean-Michel, hein, mais il ne faut pas d'abord cibler l'espace public, parce que améliorer l'espace public, c'est déjà vaincre l'inertie de la ville. Demander après ça de vaincre l'inertie du bâtiment pour améliorer les conditions intérieures, c'est un peu se mettre un très beau défi qu'on n'est pas forcément sûr de réussir à relever. Mais alors qu'à l'inverse, c'est parfait. Travailler justement sur la ventilation naturelle des logements avec des logements qui peuvent être traversants, ça c'est vraiment nécessaire. Un logement mono-orienté avec des ouvertures que d'un seul côté, ça va être très difficile de l'aérer, de le ventiler, de profiter de la fraîcheur nocturne s'il y en a. Protéger du soleil ce logement, c'est essentiel parce que si vous mettez une serre, qu'elle soit dans Paris ou dans la campagne, de toute façon, il fera trop chaud. Et travailler justement sur cette isolation thermique pour essayer d'améliorer en même temps l'inertie thermique du bâtiment pour profiter dans la journée de la fraîcheur qu'on aura accumulée la nuit. Voilà, alors très rapidement, mais c'est vraiment express, c'est un teasing de travaux que nous, on est capable de faire ou ceux sur quoi on travaille. Donc, quand on travaille sur les revêtements, je disais, c'est en laboratoire. On a des enceintes et des dispositifs qui nous permettent d'étudier dans des conditions identiques à chaque occasion différentes structures de revêtement. Là, c'est des travaux qu'on mène avec la ville de Paris. Sur tout un tas de conceptions différentes, aussi bien ce qui existe que ce qui est envisagé pour le futur. Ça, c'est un site avec eux également où on est in situ, donc c'est plus dans le laboratoire, c'est un espèce de démonstrateur. Des travaux sur les façades et les toitures où on a la même approche d'étudier en laboratoire les structures. Et justement, on compare les différences entre isolation thermique intérieure ou extérieure. On a des études in situ assez nombreuses. Moi, mes travaux de thèse portent sur l'arrosage urbain à l'eau non potable. Est-ce qu'on peut rafraîchir l'espace public avec une espèce de transpiration urbaine? Combien ça consommerait d'eau? On a beaucoup travaillé sur les cours d'école, sur des rues. On est partenaire du programme Oasis de la ville de Paris. On travaille avec des industriels qui réfléchissent à des solutions de rafraîchissement. On a travaillé avec l'évaluation de transformation de parking en espèce d'îlot de fraîcheur avec beaucoup de végétaux, justement. Là, c'est des détails que je vais vous passer. On travaille sur le lien entre stress thermique et santé avec l'INSERM et la PUR, où justement on équipe les individus de capteurs portatifs pour essayer de suivre au quotidien et le long de leur journée l'évolution des conditions auxquelles ils s'exposent et voir les réponses en santé. Et puis, comme l'a dit Emma, voilà, des travaux sur comment accompagner les collectivités ou les designers, etc., sur des réflexions soit à l'échelle territoriale ou intervenir en priorité, ou comment concevoir des espaces plus adaptés à la problématique des canicules. Et c'est fini. Merci beaucoup Martin. Et je crois qu'avec entre l'intervention de Jean-Michel et la vôtre, Martin, on a bien, je dirais, à la fois posé le problème et puis vu de manière très pragmatique le bouquet de solutions, elles sont variées, qui permettent de limiter finalement, de ne pas empêcher, on a bien compris, mais de limiter les effets de ces îlots de chaleur dans nos villes.